Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Sommet France-Afrique, sommet États-Unis-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet Russie-Afrique et même sommet Italie-Afrique. Un pays. Un seul pays convoque tout un continent, le continent le plus riche du monde, pour parler développement, pour parler d'aide au développement. Le dernier sommet de ce genre date de janvier 2024 et c'est l'Italie qui convoque toute l'Afrique à Rome pour parler développement, pour parler d'aide au développement. À l'issue de ce sommet, un plan d'aide a été annoncé, le plan Mattei. Un plan de 6 milliards de dollars seulement. Rappelons quand même que le Nigeria, à lui seul, a un PIB de 440 milliards de dollars. Mais à quoi servent véritablement ces sommets qui drainent tout un continent? Pourquoi, après plus de 60 ans d'aide au développement, plus de 60 ans de partenariat Nord-Sud, l'Afrique n'a-t-elle toujours pas atteint ses objectifs de développement? Le Nord veut-il, a-t-il réellement intérêt à ce que le Sud se développe? L'Afrique ne doit-elle pas enfin trouver les moyens de son propre développement, sa voie de son développement endogène, basé et nourri par ses réalités spécifiques? Trois éminents professeurs avec moi pour en parler. Nicolas Agbo, je ne vous présente plus, vous êtes professeur d'économie, auteur de plusieurs livres. Le dernier en date a pour titre « Les solutions salvatrices de l'Afrique, prospérité et liberté des peuples africains », publié aux éditions Solidarité mondiale. Vous êtes un homme à la fois révolté mais non résigné. Révolté de voir la vie chère à laquelle font face les populations sur le continent. Vous ne comprenez pas et vous n'acceptez pas que le riz, l'huile, le pain, le maïs, le carburant, bref, les produits de première nécessité puissent coûter aussi cher sur un continent qui a tout, à commencer par les meilleures des terres cultivables. Votre dernier livre que je viens d'évoquer a été préfacé par quelqu'un qui vous connaît bien, le sociologue et athée mondialiste suisse Jean Ziegler. Il vous qualifie de patriote continental africain. Lui aussi a écrit un livre. Il a pour titre « Le bonheur d'être suisse ». Peut-être qu'un jour, vous aussi, vous écrirez enfin un livre avec comme titre « Le bonheur d'être africain », peut-être. Mais merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et je salue particulièrement tous les techniciens qui font un travail remarquable, qui font que nous parlons aisément à tout le monde. Et merci à vous qui êtes le promoteur de la nouvelle chaîne africaine, qui nous permet de nous exprimer librement pour proposer des solutions qui, de notre point de vue, si elles sont appliquées, permettront à l'Afrique de renaître de ses cendres actuelles dans un court délai et même reprendre, j'insiste sur le mot, reprendre la direction du monde comme elle l'a déjà fait dans le passé. Merci beaucoup. Merci, professeur. David Asiba Johnson, professeur des universités, vous aussi mathématicien, ingénieur, ancien directeur général de l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand. La toute première fois que je vous ai invité à participer à une de mes émissions, c'était sur l'éducation en Afrique. Vous m'avez dit que l'Afrique n'a qu'un seul problème, pas deux, un seul, le manque de vision stratégique. Et c'est cette faiblesse qu'exploitent les Occidentaux. Mais merci d'avoir accepté notre invitation pour nous en dire davantage. Merci, mais le problème du déficit stratégique est encore latent, pendant, et c'est toujours le même problème. Merci. Merci. On va en parler au cours de cette émission, des plus anciens professeurs aux plus jeunes, et pas des moindres. Jean-François Akandji Kombe, professeur agrégé de droit public à la Sorbonne, en France, auteur de plusieurs livres, vous aussi, dont L'apport de l'Afrique à la justice internationale pénale, publié aux éditions L'Harmattan, ou encore Égalité et droit social, publié chez l'éditeur IRJS Éditions. Vous êtes par ailleurs un homme politique centrafricain. Depuis des années, vous vous battez pour un meilleur ancrage démocratique de votre pays, la Centrafrique. Vous êtes le président du CRT, Conseil de résistance et de transition, et je connais aussi vos élans panafricanistes, et c'est à juste titre que je vous ai invité pour parler du développement du continent. Je vous remercie pour l'invitation, en tout cas, et
permettez que je vous renvoie toutes mes félicitations d'avoir choisi un sujet qui, je crois, est essentiel pour l'Afrique, et donc d'offrir un plateau pour un échange avec mes chers collègues, mes aînés, que je salue par ailleurs, en même temps que je salue nos téléspectateurs. Je suis honoré et flatté. Comment parler du développement de l'Afrique sans interroger nos interactions avec nos partenaires au développement, c'est-à-dire ceux qui se sont donnés pour mission d'aider l'Afrique à se développer. Nous sommes le 1er décembre 1960. Amadou Hampâté Bâ, alors directeur de l'Institut scientifique du Mali, fait partie d'une délégation malienne à l'UNESCO, une organisation à laquelle vient d'être admis le Mali nouvellement indépendant. Et l'homme tient à la tribune de l'UNESCO un discours mémorable. La France a décapité son roi. La Russie s'est secouée du joug de ses tsars. L'Amérique s'est affranchie de ses dominateurs. La reine d'Angleterre n'a plus droit de vie et de mort à volonté. Bravo, bravo pour vous, Monsieur Leblanc. Vous avez donc un dénominateur commun pour vous entendre et vous faire mieux voir de nous, anciens colonisés, vos pupilles. Pour ma part, ce que je souhaite pour le Mali d'abord et pour tous les territoires anciennes possessions européennes, c'est de n'être plus pour personne ni une mitraillette qu'on tire, ni une cible sur laquelle on tire. Vous nous avez appris à lire et à écrire. Merci. Vos langues nous ont permis de constituer de grandes unités en dépit des diversités de nos idiomes. Encore merci. Nous vous en resterons reconnaissants. Maintenant, puisque vous nous avez appris à compter, il ne doit plus être possible pour vous de nous faire accepter que 2 et 2 font 7. Par ailleurs, vous nous avez aussi enseigné les lois de la douane. Nous les utiliserons avec votre permission. Soyez-en certains. Tous les paquets matériels et politiques que vous expédierez désormais chez nous seront déballés afin que la poudre d'arsenic ne puisse plus passer sous étiquette sucre en poudre. Je m'excuse beaucoup dans le cas où mes paroles dépasseraient ma pensée et feraient croire que je suis pour un groupe contre un autre. Loin de moi tout séparatisme, mais aussi loin de moi toute imitation servile et tout acquiescement naïf. Je désire être, je refuse de paraître. C'était un extrait donc du discours du grand homme Amadou Hampâté Bâ, un grand homme originaire d'un grand pays, le Mali. Je veux être et non paraître, loin de moi toute imitation servile, tout acquiescement naïf. Nous ne voulons plus être la mitraillette qu'on tire, ni la cible sur laquelle on tire. Maintenant que nous savons compter dans vos langues, vous ne nous ferez plus accepter que 2 + 2 = 7. David Asiba Johnson. Vous avez souvent dit dans mes émissions qu'en toute chose, il faut qu'on se souvienne de ce que nos aînés ont dit avant nous, de ce qu'ils ont fait avant nous. Amadou Hampâté Bâ fait partie de ces aînés qui avaient l'extraordinaire capacité de dire avec éloquence des choses profondes dont la pertinence traverse les âges. Et il utilise dans cet extrait une belle allégorie. Il fait une association entre douane et paquets politiques. Il dit, vos paquets matériels et politiques que vous nous enverrez, désormais nous allons déballer et tout scruter pour que vous ne fassiez pas passer de l'acide pour du sucre. Est-ce que vous avez le sentiment que, quand on regarde le parcours du continent, ces 6 dernières décennies, que nous avons observé et respecté les leçons de prudence, de vigilance et d'intelligence que Amadou Hampâté Bâ nous a enseignées il y a 64 ans? J'ai peut-être une autre formulation du problème. J'ai une approche plutôt mathématique. Vous savez, quand on veut résoudre certains problèmes, il est important d'avoir une approche beaucoup
d'abstraction, plonger le problème dans un problème plus abstrait, et le problème qu'on désire résoudre devient un problème simplement plus simple et singulier. Oui. D'abord, il faut respecter les anciens qui nous ont précédés, qui ont dit beaucoup de choses, etc. Mais parfois aussi, il y a un déficit de réflexion stratégique même de ces anciens. Le problème qui se pose essentiellement, c'est la question de savoir l'Afrique qui a été à l'origine de l'humanité, pourquoi l'Afrique devient le dernier de la classe? C'est ça la question. Donc, ce dont nous allons traiter n'est que simplement qu'un épiphénomène par rapport au problème. Nous qui étions à l'origine de la connaissance, à l'origine des sciences, nous devons les derniers de la classe. Oui, pourquoi? C'est ça la question. C'est ça. Alors, il me plaît... vous savez, il me plaît de rappeler certaines choses. Quand, en 1884-1885, on était en train de faire le pacte, ce que j'appellerais, en fait, ce qu'on a appelé, en fait, l'avantage de l'Afrique. À Berlin. Oui, à Berlin. À Berlin. Oui, et à cette époque-là, au niveau des États-Unis, il y avait déjà une université américaine qui étudiait en fait les civilisations africaines, ce que l'Afrique a appris à apporter. Vous voyez, nous étions en pleine séparation, division, balkanisation, etc. Voilà. Alors, l'université américaine, ces grands chercheurs ont regardé ce que l'Afrique a pu faire, et même, bien avant les travaux de Cheikh Anta Diop, on a étudié, en fait, l'apport de l'Égypte, etc. Alors, je ferai une petite incursion en citant les travaux de William Chancellor, qui a mis en évidence certaines choses dans son ouvrage « Destruction of Black Civilizations », c'est la destruction des civilisations noires, et qui a mis en évidence certaines choses qui reviennent jusqu'alors que nous vivons dans la modernité. Alors, il rappelle ceci. En 1272, les Noirs, dans ce que j'ai attaqué, comme le modèle de leur propre autodestruction, ont fait le premier pas important vers cette fin. L'impatience habituelle des héritiers du trône a rapidement trouvé sa pleine expression en la personne de Sandakou, le neveu du roi. Il se hâta d'aller voir le sultan d'Égypte pour conclure une alliance et planifier une invasion de son pays qui assurerait son ascension au trône. Alors, je fais une synthèse. Oui. Pour finir, il dit, une fois de plus, n'ayant rien appris des dirigeants noirs, d'observer que pour leur pouvoir personnel, surtout pour leur sécurité et leur bien-être personnel, ils se préoccupèrent peu du bien-être et de l'avenir de leur peuple. C'est ce qui est important. Et ça, nous allons pouvoir le retrouver dans la modernité. L'échec des élites dirigeantes. Oui, voilà, c'est ça. Donc, alors, vous voyez, ce qui est assez important, c'est que les Africains, d'abord, font l'économie de la rétrospective historique, oui. Et parce que elle est là. Nous ne pouvons pas en faire l'économie. Et alors, je voudrais citer quelque chose aussi qui me paraît assez... S'il vous plaît, très rapidement, oui. Mais là, en me projetant dans les années 1960 et regardant l'attitude de Félix Houphouët-Boigny, n'est-ce pas? C'est important, oui. C'est important. Alors, j'ai regardé les mémoires de Focard. C'est que, voilà, ce petit ouvrage, hein, les réseaux de Focard, parce que moi, je fais de la rétrospective historique. Vous ne pouvez pas conduire une bonne analyse stratégique, n'est-ce pas, si vous ne tenez pas compte de l'histoire. Alors, je vous avais dit au cours d'une précédente émission oui. que Houphouët-Boigny s'était opposé, en fait, à la Fédération du Mali, n'est-ce pas, et qu'il avait organisé le Conseil de l'Entente pour être en concurrence par rapport au Mali. Mais il n'y avait pas que cela. Il y a aussi quelque chose qui est important de souligner, page 249 de cet ouvrage, c'est qu'il est mis en évidence, voyez-vous, l'attitude du président Houphouët-Boigny par rapport à la guerre du Biafra et le Nigeria. Et alors, c'est dans ce cas-là, ce qui s'est passé. On cite, encore dans le document, permettez-moi 2 secondes, pour Houphouët-Boigny, le Nigeria est l'éléphant de la sous-région qui risque d'écraser l'Afrique francophone en général et la Côte d'Ivoire en particulier. Il souhaite donc... C'est Focard qui parle. Oui. Oui. OK. Oui. Pour le Nigeria, hein, pour Houphouët, le Nigeria est l'éléphant de la sous-région qui risque d'écraser l'Afrique francophone et en général la Côte d'Ivoire en particulier. Il souhaite donc
réduire avant toute chose le poids politique de ce voisin, à la charnière entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc alors là, je suis en train de mettre en évidence, si on regardait une cartographie des acteurs, comment certains acteurs ont aidé à fragiliser d'autres. À fragiliser le continent africain. Telle est la problématique. Et vous la retrouvez aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la CEDEAO, n'est-ce pas? La CEDEAO, n'est-ce pas? C'est pas le lieu d'en revenir, mais voilà des éléments avec lesquels il faudra qu'on travaille de façon assez particulière. Très bien. Voilà, je pense que ça suffit. Alors, c'est une bonne entrée dans la réflexion qui nous mobilise autour de cette table, l'échec de élites dirigeantes avez-vous stigmatisé et les rivalités entre leadership sur le continent, Nicolas Gbagbo. Je voulais dire, c'est en fait notre quote-part dans l'État. Oui. Actuel du continent. Nicolas Gbagbo, comment se fait-il selon vous qu'on en soit aujourd'hui? J'ai parlé des différents sommets où un seul pays invite tout un continent pour parler de son développement. Et même l'Italie invite à Rome toute l'Afrique pour l'aider à se développer. Comment en sommes-nous arrivés là pour qu'on croie à ce genre de messe alors que, en réalité, c'est le continent qui nourrit le reste du monde en termes de matières premières? Bien, merci. Je crois que ça mérite un long développement. On va essayer de faire court quand même. Voilà, il faut dire de façon plus simple que, le continent africain est le réservoir de toutes les matières premières. Oui. Et des pays européens en particulier ont besoin de ces matières premières. Donc, il est hors de question dans leur tête, dans la tête des Européens, de laisser tranquille les pays africains. Non, ils en ont besoin. C'est une nécessité pour eux. C'est vital pour eux, pour les Européens, parce que leur sous-sol est extrêmement pauvre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous remarquerez que depuis les soi-disant indépendances politiques, il n'y a jamais eu de véritables politiques de développement des pays africains. Et parce qu'on le sait, on connaît la solution. Pour développer un pays, quel que soit le pays, c'est industrialiser les économies de ces pays-là. Vous pouvez prendre des pays comme la Corée du Sud, Thaïlande, enfin, tous ces pays-là, la clé de voûte du développement, c'est l'industrialisation. Donc, déjà, il y a la monnaie, l'industrialisation. Ça, c'est un. Vous remarquerez que tous ces pays, ce qu'on appelle l'aide aujourd'hui. Oui, dont on bénéficie depuis plus de 60 ans. Oui, l'aide, il faut le dire, remplace le mot civilisation. Je reprends. Il dit qu'on va civiliser les nègres, les sauvages. C'est ça l'aide au développement. Absolument. Excusez-moi. On va leur apporter la civilisation. Ils sont sauvages. Et avec le temps, eux-mêmes, ils se sont rendus compte que c'est insultant. Donc, on parle de sortie du sous-développement, etc. Bon, maintenant, on parle de l'aide. L'aide, ce n'est rien d'autre que, il y a plusieurs façons, ce n'est rien d'autre qu'une technique mise en place pour endormir davantage la conscience des Africains. Les jeunes Africains ont été élevés dans la mendicité financière internationale. On leur a fait comprendre qu'il y a des gens qui viendraient les développer. C'est ça. Donc, ils sont là et on continue de croire à ça, alors que ça fait partie des stratégies. C'est-à-dire, fondamentalement, c'est insultant. Parce que, comme on voit un pays pauvre comme l'Italie, qui convoque tout un continent pour dire, venez et on va vous apporter l'aide. Quelle aide? 6 milliards. 6 milliards de dollars, vous divisez par 54, et 54 pays, ça fait sensiblement 111 millions.
Mais tout ça, c'est de la mascarade. Donc nous disons, non seulement c'est de l'injure, mais c'est pour endormir davantage la conscience des Africains, éviter que les Africains, qui sont encore naïfs, se prennent en charge. Et on a quand même, malgré ça, une lueur d'espoir avec ce qui se passe au Sahel. L'association des États du Sahel. L'alliance des États. Voilà, l'alliance des États du Sahel, qui ont pris conscience que la solution de l'Afrique ne viendra pas de l'extérieur. Chaque pays défend ses intérêts. Et une politique mise en place par les Européens contre les Africains, je dis bien contre les Africains, c'est ce que nous appelons la politique du troisième homme. Cette politique du troisième homme consiste, pour le premier homme envahisseur, dans le cas précis, ce sont les Européens, et pour ne pas parler de l'Italie, etc. Ça, c'est le premier homme qui vient envahir un deuxième homme. Ce sont les millions d'Africains. Mais pour y parvenir, il faut passer par un troisième homme. C'est une petite poignée d'Africains. Une minorité. Minoritaire en nom. Mais qu'on met là et qui appuient sur la gâchette. C'est-à-dire qu'ils tuent leurs propres frères. voilà, Et ça, c'est depuis l'esclavage absolument. jusqu'à maintenant. L'esclavage, la colonisation, Jusqu'en 2024. c'est de ça que nos jeunes Africains doivent prendre Absolument. conscience. Que la politique du troisième est mise en place. C'est ce qu'ils ont fait tout récemment avec la CEDEAO. Oui. La CEDEAO contre les trois États du Sahel, c'est-à-dire contre le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, nous disons froidement aux Africains de prendre conscience de cette injure blessante. Celui qui vit de la mendicité ne pourra jamais se prendre en charge. Et nous sommes prêts à proposer des solutions Bien sûr. salvatrices, Absolument. c'est-à-dire des solutions qui peuvent sauver l'Afrique. On va en Nous sommes parler. convaincus que si ces solutions sont mises en application, non seulement l'Afrique va sortir à court terme de l'ornière socio-économique où elle se trouve, mais la même Afrique va reprendre la direction du monde à moyen terme, comme elle l'a déjà fait dans le passé. Dans le passé. Et ceci pour le bonheur non seulement de l'Afrique, mais pour toute l'humanité. Ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous n'êtes jamais pessimiste, même si les problèmes vous désolent. Jean-François Akanji Kombe, vous avez écouté ce que les deux professeurs, le premier diagnostic, la première analyse de nos deux professeurs, l'échec des élites dirigeantes et la politique du troisième homme, où on utilise une minorité pour asservir tous les autres, tous les peuples. Jean-François Akanji Kombe, j'ai évoqué dans l'introduction de mon émission le sommet Italie-Afrique. Et au cours de ce sommet, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, s'est senti un peu gêné de ce que les Africains n'aient pas été consultés avant que ne soit concordé ce plan d'aide de 6 milliards. Mais il salue quand même, puisqu'il faut rester diplomate, il a salué quand même l'aide, tout en déplorant le fait que les Africains n'aient pas été consultés. Comment se fait-il que ce genre de choses se passe encore en 2024? Comment c'est possible qu'on invite des chefs d'État, même le professeur a dit, moi je ne sais pas si l'Italie, il faut le qualifier de pays pauvre. De toute façon, on n'a rien contre les Italiens. L'émission, ce n'est pas contre les Italiens, ce n'est pas contre les Occidentaux. Mais quand même, comment se fait-il qu'on assiste encore à ce genre de messe aujourd'hui qui, en réalité, ne traduisent pas la réalité des choses. La réalité des choses étant que c'est plutôt l'Afrique qui alimente les autres économies du monde. Et ça se passe parfois même quand leur économie est en récession. Alors, je voudrais commencer par dire qu'il y a quelque chose de profondément bon dans nos traditions, qui est que le cadet doit écouter les aînés d'abord, entendre les aînés. J'ai entendu des analyses avec lesquelles je suis profondément d'accord. J'y reviendrai tout à l'heure, à commencer par ce que
notre aîné à nous tous, Amadou Hampâté-Bâ, a dit « Vous avez décapité votre roi. » Oui. La révolution de Russie a défait le tsar. Il y a quelque chose de profond là-dedans. C'est ça. Aucun changement de paradigme, aucune révolution dans le sens premier du terme, qui est une transformation profonde dans l'intérêt du peuple et pour le bonheur du peuple. J'aime beaucoup le terme que mon collègue a employé tout à l'heure, la question du bonheur. On va y revenir. Et donc, ce changement de paradigme-là, on n'obtient rien sans cette rupture. Parce que ce sont des actes de rupture. C'est ça. Ce sont des actes de rupture que les autres ont commis pour arriver là où ils y sont, pour transformer profondément leur société du Moyen-Âge vers une société de développement ou d'industrialisation, si on ne veut pas parler de développement. C'est un message qui nous lançait à nous. Notre malheur est que ce changement, cette rupture, nous ne l'avons pas fait. C'est ça. Au moment où on a parlé des indépendances, nous ne l'avons pas fait. Si on avait encore plus de temps, on pourrait reprendre un peu des cas parlants de nos différents pays. La structure de la société, du pouvoir, de l'économie qui a été mise en place pendant la colonisation a été prolongée par des Africains après la colonisation. Nous n'avons pas repris ces structures, nos économies, pour ne parler que d'économie, mais mon collègue économiste en parlera beaucoup mieux que moi, mais je le dis avec mes mots de juriste, donc de béotien en économie. Nos économies ont été construites, nos sociétés ont été construites comme des sociétés extraverties. Bien sûr. Des sociétés extraverties qui vont alimenter d'autres sociétés, enrichir d'autres sociétés. Ces sociétés-là ont été construites de cette manière au prix de la déshumanisation des Africains, au prix, je dirais même, de la destruction des bases, des structures, y compris des structures mentales qui sont nécessaires pour se construire, pour construire une économie, pour construire une société, etc. Et donc, plutôt que de décapiter une personne, ben en réalité, en France, on n'a pas seulement décapité le roi. Non, c'est l'ancien régime qu'on a décapité avec le roi. Il nous fallait nous retrouver nous-mêmes d'abord, ce qui est une condition essentielle pour le développement personnel et pour l'épanouissement collectif. Nous ne l'avons pas fait. Il y a eu des hommes africains, il y a eu des leaders africains qui l'ont prôné. Il y a eu des leaders africains pour en construire le projet. Ces leaders sont tous morts grâce au pistolet tenu par le troisième homme. Et donc, ceci est un élément, c'est l'élément, le premier élément important sur lequel je voulais insister. Et je voudrais, pour finir, dire que, bien sûr, nous allons parler de l'Occident, encore que ce ne soit pas que l'Occident. La liste que vous avez dressée tout à l'heure de tous les sommets, c'est ça. Hein, ça va de l'Occident à l'Orient, jusqu'en Russie, etc. Donc, il s'agit pour nous maintenant de se recentrer sur nous-mêmes, avec un esprit de responsabilité. Et c'est comme cela que je prends cette discussion que nous avons aujourd'hui. C'est comment faire pour sortir de l'ornière par nous-mêmes, à partir de nos idées, et en mobilisant nos citoyens, nos frères, nos enfants, etc., etc. Et puis, je termine vraiment par une boutade à propos de l'Italie. Il paraît que tous les chemins mènent à Rome. C'est ça. Mais il se trouve que le nouveau système dans lequel nous sommes, qui est censé être un système de coopération gagnant-gagnant, sauvegardant l'indépendance des uns et des autres, a permis à cet État qui n'avait même pas la force de coloniser la moindre portion de terre africaine, qui s'est fait bouter hors d'Éthiopie, comme des malpropres, d'avoir aujourd'hui voix au chapitre vis-à-vis de tout un continent. Et ceci est parlant.
de l'état de déchéance, je m'excuse pour le terme, mais de l'état de déchéance dans lequel nous sommes entrés. Personne ne peut plus nous respecter, personne ne nous respecte. Mais c'est à nous de conquérir la respectabilité. C'est à nous de conquérir notre développement. C'est à nous de construire notre autodétermination. Nous y reviendrons tout à l'heure. Cela demande à être exigeant vis-à-vis de soi-même. Y compris, par exemple, professeur, y compris dire, si vous voulez parler à plusieurs chefs d'État africains en même temps, alors venez à Addis Abeba à l'occasion des sommets de l'Union. Mais bien entendu, même avant ou après le sommet, je dirais même plus que ça. Déplacer tout un continent. Je dirais même plus que ça. Si vous êtes seul, chef d'État, représentant un seul pays, vous voulez parler à des Africains, demandez une audience à Addis Abeba. Ne venez pas convoquer des Africains à Addis Abeba. Demandez une audience à Addis Abeba. En revanche, l'Union africaine devrait être en mesure de convoquer des conférences mondiales sur le continent africain pour le développement de l'Afrique à partir des principes dégagés par les Africains. Pas à Paris, à Sochi, à Rome ou à Washington. Je propose qu'on marque une courte pause. On revient dans 2 petites minutes. Continuer notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.